je voulais faire une petite présentation assez rapide, ce ne sera pas très très long, sur la mise en évidence d'une nouvelle espèce de taupin et comment on est arrivé à la mise en évidence de cette espèce-là au Québec. Tout d'abord, juste pour vous remettre en contexte, les vers-fils de fer, les taupins, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a déjà été fait au Québec? Les vers-fils de fer, les taupins, c'est des insectes qui vivent dans tous les habitats terrestres. Donc là, ici, sur la figure, vous avez des larves, donc on appelle les vers-fils de fer, de différentes tailles, différentes grosseurs, différentes couleurs. Et vous avez les adultes qui sont à droite pour chaque espèce. Donc, différentes tailles et également différentes morphologies pour ces espèces-là. À travers le monde, il y a à peu près 9 000 à 10 000 espèces de taupins. Et puis, on en a dénombré à peu près 400 au Canada. Et juste au Canada, il y a une vingtaine d'espèces qui sont dommageables dans les grandes cultures. Certaines de ces espèces-là sont des espèces indigènes, donc on retrouve naturellement au Québec. Puis il y a d'autres espèces, et au Canada, et d'autres espèces qui sont exotiques et envahissantes, donc qui sont introduites sur notre territoire. Puis, chez les taupins et les vers-fils de fer, donc deux noms différents, mais c'est la même chose, seules les larves sont dommageables pour les cultures. Et actuellement, ce qui est fait, c'est une gestion principalement avec des insecticides. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard dessus. Souvent, ce qui est utilisé, c'est des insecticides utilisés en traitement de semences. Donc, au cours des dernières années, ben, en fait, au cours de la dernière décennie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les vers-fils de fer au Québec. Notamment, on a fait du piégeage par piège à pas. Tous les printemps, entre 2011 et 2016, il y avait eu une grosse étude qui avait été réalisée sur ça. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur ça. On continue le dépistage des vers-fils de fer au Québec. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on installe une dizaine de pièges dans les champs. Les pièges consistent à utiliser un piège à pas. Donc, le piège à pas est constitué de trois choses. Il y a de la farine, du gruau et des grains qui vont germer à l'intérieur du piège. Et les grains en germination vont attirer les vers-fils de fer qui vont donc se retrouver piégés à l'intérieur de cet appât. En tout, c'est à peu près plus de 600 sites qui ont été échantillonnés à travers toute la province, ce qui en fait l'une des plus grosses grosses bases de données au monde sur les vers-fils de fer qu'on a au Québec. Donc, ces données-là de capture nous ont permis d'écrire un premier article scientifique sur la distribution et la communauté d'espèces qu'on avait au Québec. C'est une composition qui est assez particulière puisqu'on a une espèce qui est majoritaire, qui est le taupin trapu, Hypnoidus abreviatus. Et puis, on a également sorti un guide d'identification sur les vers-fils de fer dans les grandes cultures au Québec, donc qui présente les différentes espèces. Et puis, ce guide-là a été imprimé à plus de 600 copies qui ont été distribuées. On a eu plus de 2000 vues sur le site du sérum du guide, 940 vues sur ResearchGate et 842 vues sur AgriRéseau. Donc, c'est un guide qui est quand même très consulté. Puis, quand on regarde la consultation du guide, c'est des guides qui sont consultés un petit peu partout à travers le monde aussi. Donc, on a une spécificité, une communauté spécifique de vers-fils de fer au Québec qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir en Europe, de ce qu'on peut avoir aux États-Unis et ce qu'on peut avoir aussi dans le reste du Canada. Alors, pourquoi on conduit ces études-là? Ben, c'est parce que, en fait, les vers-fils de fer, comme je vous l'ai dit, sont dommageables pour les cultures. Et puis, depuis plusieurs années, donc, les producteurs essaient de lutter contre ces insectes-là qui font des dommages, notamment aux semences en germination, aux jeunes plantules. Et donc, les dépistages nous ont permis de voir l'abondance des vers-fils de fer qu'on avait dans les différents champs à travers la province. Donc, on a établi un seuil pour le Québec en fonction des espèces qu'on avait. Donc, on a un seuil de 3 vers-fils de fer pour le taupin trapu. Et si on regarde ici la carte de distribution, on voit que la plupart des champs sont sous ce seuil de 3 vers-fils de fer. Donc, la plupart des champs ont un niveau qui est faible, donc avec en moyenne 0 à 1 vers-fil de fer par piège qui sont observés dans les champs. Ensuite de ça, il y en a quelques-uns aussi qui sont avec des seuils moyens, donc entre 1 et 3 vers-fils de fer par piège. Et vous voyez que le nombre de vers-fils de fer par piège supérieur à 3, c'est quand même très rare les sites dans lesquels il y en a. Donc, sur les 600 sites qu'on avait dépistés, il y en a à peu près une quarantaine seulement qui présentaient des dommages liés aux vers-fils de fer. Donc, les vers-fils de fer sont un problème qui n'est pas si important que ça finalement au Québec. Ça représente à peu près 5% des sites dans lesquels on a des fortes populations de vers-fils de fer qui peuvent entraîner des dommages à la culture. Parallèlement, il y avait une étude qui avait été réalisée ici au Sérum par nos prédécesseurs Geneviève Labrie et Annie-Ève Gagnon,
mais aussi Alexis participait à cette étude-là, sur l'utilisation des néonicotinoïdes. Puis ce qui avait été montré, c'est que ces néonicotinoïdes-là n'avaient pas d'impact forcément sur les rendements et qu'ils étaient uniquement nécessaires dans 5% des cas, puisqu'il y avait très peu de vers fil de fer qui causaient des dommages aux cultures. Donc, les pesticides, en fait, sont justifiés dans très peu de cas pour lutter contre les vers fil de fer. Donc, il y a la possibilité de réduire leur utilisation. Donc, suite à ça, ce qui s'est fait après au Québec, c'est qu'on a réalisé le développement de l'outil VFF Québec. C'est un outil qui permet de faire deux choses, qui permet d'évaluer le niveau de risque dans un champ, de savoir si on a une forte présence et abondance éventuelle de vers fil de fer, donc de cibler les champs où on pourrait utiliser des pesticides. Et l'outil permet également de saisir des données de dépistage. Et suite à l'utilisation, à toutes ces données-là, en fait, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie au Québec sur l'utilisation notamment des pesticides et principalement sur les néonicotinoïdes qui enrobent les semences de maïs et de soya. Donc, au cours des dernières années, cette nouvelle réglementation-là a permis de réduire considérablement l'utilisation des pesticides, a permis de réduire l'utilisation des néonicotinoïdes. Ils n'utilisent quasiment plus de néonicotinoïdes. Mais il y a d'autres molécules qui sont apparues et donc qui sont utilisées aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément mieux, mais qui est moins dommageable pour la santé et l'environnement. Ce qui s'est mis en place aussi par la suite, puis on était plusieurs collègues à travailler là-dessus, notamment Sébastien Bocal aussi a participé à ça, notamment la nouvelle grille de référence de l'Ordre des agronomes du Québec qui nous invite, ben, en fait, qui invite les agronomes aussi à avoir une meilleure décision et à mieux justifier l'utilisation des pesticides, notamment en utilisant l'outil VFF Québec, mais aussi en prenant des décisions en fonction du risque élevé, modéré ou faible qui sont liés au vers fil de fer. Donc, tout ça a conduit quand même à un changement de la réglementation, à des nouvelles pratiques, mais ça reste que, ben oui, il reste encore des champs dans lesquels il y a des vers fil de fer, il y a des topins. Donc, est-ce qu'il y a des solutions nouvelles, alternatives qu'on peut apporter pour lutter contre ces vers fil de fer-là? Oui, il en existe des solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution en particulier sur laquelle on avait choisi de travailler en premier, qui est l'utilisation des pièges fausses pour les topins. Alors, l'idée vient d'une rencontre, en fait, une rencontre qui a eu lieu il y a 4 ans à Vancouver avec ces deux hommes-là, Wim Vernerk et Bob Vernon, qui travaillent pour Agriculture Agroalimentaire Canada. Ben, Bob est aujourd'hui à la retraite, mais à l'époque, il travaillait pour Agriculture Canada. Et ces deux chercheurs-là organisaient un symposium spécifiquement sur vers fil de fer et taupin pendant le gros congrès à Vancouver. Donc, je suis allé les rencontrer, j'ai assisté à leur présentation. Et puis, ben, en fait, pendant la présentation, il y avait une présentation de Bob. Vous l'avez sûrement vu déjà lors d'une des présentations cet été qu'avait fait Gabin. Bob Vernon a développé un piège fausse. Donc, c'est un piège que l'on met dans le sol et qui permet donc de capturer les insectes rampants. Donc, les insectes se déplacent dans le sol et vont tomber à l'intérieur de la fosse. Et c'est là qu'on va pouvoir capturer en masse des insectes. Alors, l'avantage de ces pièges-là, c'est qu'il y a la possibilité de rajouter une phéromone ici. Vous voyez une petite capsule qui se trouve à l'intérieur du chapeau. Et les phéromones vont attirer donc les mâles en particulier, puisque les phéromones sont produits par les femelles. Donc, Bob Vernon a développé ce modèle de piège-là. Et il a fait plusieurs études, notamment deux qui sont présentées ici, donc avec sur les taupins et les insectes du sol. Et puis, il a comparé aussi les différents types de pièges. Alors, ces pièges-là sont utilisés de façon très courante dans l'Ouest canadien, dans les prairies canadiennes aussi, mais ça n'avait jamais été utilisé ici au Québec. Alors, pourquoi on utilise ces pièges à phéromones-là? Eh bien, en fait, ce qu'on veut cibler en particulier, c'est les taupins, donc les adultes, au moment de leur émergence. Donc, les adultes vont émerger et suite à l'émergence, vont s'accoupler. Donc, les femelles vont émettre des phéromones qui vont attirer les mâles. Il va y avoir accouplement, reproduction, les femelles vont pondre. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est éventuellement qu'en capturant massivement des adultes, en capturant des mâles, ben, on va réduire les populations de taupins. Donc, on va aussi réduire, perturber la reproduction et le cycle de développement, ce qui va faire qu'on potentiellement, on va réduire les quantités d'œufs qui vont être pondus et fécondés et également réduire par conséquent les populations de vers fil de fer. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu tiré par les cheveux tout ça quand on regarde ça, mais on agit à la base du cycle de développement, donc à la base
on évite qu'il y ait des œufs qui soient pondus pour qu'il y ait des larves, donc qu'il y ait des dommages sur les plants. Donc ça, c'est l'idée de base. Donc on a fait des premiers essais à partir de 2017-2018. On a commencé à faire des essais en champ. Donc on avait 4 sites qui avaient été sélectionnés, un en Outaouais, un en Lanaudière et 2 en Montérégie. On a choisi ces sites-là parce qu'on savait par le passé qu'il y avait déjà des vers fils de fer, des agriothèses qui étaient très abondants dans ces sites-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a acheté des phéromones qui étaient commercialement disponibles. Mais à cette époque-là, il y avait juste les phéromones d'agriotest qui étaient disponibles et on a utilisé ça en comparaison avec un témoin. Donc, je vous passe les types de phéromones qu'on a utilisés. Et on a utilisé les mêmes emplacements chaque année, les mêmes champs, les mêmes emplacements des pièges pour voir l'évolution des populations. Donc, il y avait des pièges qui étaient installés à l'intérieur du champ, des pièges qui étaient installés en bordure. Et parallèlement, on faisait également des pièges à pop pour voir l'évolution des larves dans ces champs-là. Donc, il y avait les pièges que je vous montre, les pièges Vernon Pilford Trap, étaient installés pendant 8 semaines à partir de la mi-mai. Donc, je vous passe tous les détails des résultats de ces projets-là, mais on voit ici que pour les sites, les différents sites, si on regarde le total, on voit qu'en général, les populations ont beaucoup diminué. Donc, c'est sûr qu'on capture des agriothèses, mais on avait également l'espèce majoritaire, Hypnoidus abbreviatus, qui était vraiment connectée dans les différents champs. Donc, on passera les détails sur chacun des pièges, mais ce qu'on voit en général, c'est qu'il y a une variation du nombre de captures et des dates des pics de capture selon les sites, selon l'année et le genre de topin qu'on capture. Donc, on voit que pour certains topins, comme Hypnoidus, tout ce qui est avec un H, c'est pour Hypnoidus, tout ce qui est A, c'est avec Abbreviatus, ben, on voit que généralement, les Hypnoidus, ça a tendance à bien diminuer. Souvent, c'est des captures qui sont très sporadiques et puis, ben, en fait, c'est des captures qui sont pas ciblées puisqu'on n'avait pas une phéromone qui attirait spécifiquement les hypnoïdus. Mais comme ils sont de passage dans les champs, quand ils arrivent au niveau du piège fausse, ils tombent dedans. Donc là, on n'a pas de phéromones qui sont encore disponibles pour cette espèce-là. Par contre, on voit que pour les agriothèses, ben, on a quand même réussi dans plusieurs cas à réduire les populations. Par contre, ce qui peut expliquer qu'on a des remontées en fait des variations dans ces captures-là, ben, c'est peut-être lié au cycle, puisque ces insectes-là ont des cycles de développement qui sont à peu près de 3 à 6 ans dans le sol. Donc, ils n'émergent pas tous au même moment. Donc, c'est sûr que c'est une méthode, les pièges à POC, qu'il va falloir, si elle est utilisée pour le futur, euh, mettre sur plusieurs années pour justement faire diminuer les populations progressivement. La culture aussi peut avoir un impact. Les conditions agro-environnementales pourraient avoir un impact sur les captures. Mais quelle que soit l'année, on a capturé surtout des agriothèses dans les bordures des champs et à l'intérieur des champs, alors qu'Hypnoidus était spécifiquement capturé à l'intérieur des champs. Donc ça veut dire qu'il y a des mouvements, des déplacements plus ou moins importants des différentes espèces de taupins et de vers-fil de fer à l'intérieur des champs. Donc ça nous a permis aussi d'apprendre des nouvelles choses sur les déplacements des différentes espèces. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a identifié plusieurs espèces au Québec. Donc, moi, j'ai envoyé quelques spécimens à mes collègues Bob Vernon et Wim Van Lerk, qui, eux, ont fait les identifications et qui nous ont permis de mettre en évidence qu'on avait des espèces qui étaient spécifiques au Québec, dont Agriotes mancus et Agriotes pubescens. Mais ces pièges-là nous ont aussi permis de capturer des carabes. Donc, on a toute une diversité de carabes au Québec. Il y a à peu près 36 espèces de carabes qui peuvent être présentes dans les champs. Donc, les phéromones commerciales qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas forcément spécifiques puisqu'on capture d'autres espèces que celles qu'elles ciblaient à la base. Par contre, ce qu'on a observé quand on a fait ces captures-là, c'est qu'il y avait des Agriotes mancus. Et ben, mon collègue Wim Van Lerk qui était intéressé à extraire la phéromone de cette espèce-là. Et donc, tous les spécimens qu'on récoltait, on lui a envoyé. Et parmi tous les spécimens qu'on a collectés, il y avait 2 femelles d'Agriotes mancus qu'on a collectées au printemps. De ces femelles-là, il a été capable, avec l'Université Simon Fraser et l'équipe de Gerhardt et Régine Gries, d'extraire des volatiles, donc des composés qui sont émises par les femelles. Et ça a permis aussi d'identifier 2 composés pour lesquels les mâles réagissaient avec un
électro-anténogramme. Donc là, ici, sur le graphique que vous avez ici, vous avez les pics qui sont observés quand on fait de la spectrophotographie de masse, donc une spectrographie de masse. Donc, ça permet d'isoler les composés qu'il y avait dans les émissions volatiles qui étaient faites par les insectes. Puis, vous voyez, il y a deux pics, là, ici, qui ressortent pour lesquels on a pris l'insecte, des mâles, on a exposé les mâles, on a envoyé de l'air sur les antennes des mâles et l'air contenait les différentes molécules. Et il y avait des réactions, donc c'est une électrophysiologie, un petit peu comme un cardiogramme, ces choses-là. Et ça permet en fait d'enregistrer quand il y a un pic à quelle phéromone, à quelle molécule l'insecte répond. Donc les deux molécules auxquelles il répondait, c'était du géranyl butanoate et du géranyl hexanoate. Donc les topins du genre Agriothes mancus répondaient à ces deux phéromones. Donc, par la suite, ben, comme on avait les deux composés, ben, on a fait des essais ici au sérum pour voir un petit peu si on était capable de capturer en grand nombre ces insectes-là avec ces phéromones. Donc, on avait tout d'abord des pièges fausses témoins, donc sans phéromones, sans composés volatiles. Ensuite de ça, on avait juste le composé GB, géranyl butanoate, le composé GH, donc seul, et on avait un mélange des deux composés. Ce qu'on a fait en 2020, c'est on avait 12 réplicas par traitement. Donc, on avait 12 pièges de chaque, avec les leurres composés des différentes composés. Et puis, en 2021, on avait 24 répétitions par traitement. Donc, on a placé les pièges à proximité de champs de blé parce que les agriotestes sont souvent plus attirés par les champs de blé. Et les pièges étaient distancés d'une distance de 10 mètres pour éviter les interactions entre les phéromones. Et on les avait mis en bordure des champs, puisqu'on savait que les agriothèses étaient principalement dans les bordures. Donc, ce qu'on a observé, la première année, on a quand même placé les pièges assez tard, puisqu'il a fallu extraire la phéromone, puis la produire. Ce qu'on a observé, c'est que au niveau des Agriotes mancus, quand on prenait les composés seuls, il y avait très peu de capture. Dans le témoin, on n'avait pas de capture. Donc, il y a quand même un effet attractif des phéromones. Et quand on mélange les deux composés, bien, on voit qu'il y a une attraction qui est assez forte. Donc ça avait été fait en fin de saison et on est revenu l'année d'après, donc un peu plus tôt en saison, donc du 7 mai au 18 juin. Puis là, on avait beaucoup plus de topins qui étaient capturés. Donc là, ici, vous voyez la capture dans un piège. C'est quand même assez impressionnant. Donc on a atteint plus de 600 spécimens, presque 700 spécimens dans l'ensemble des pièges qui avaient été installés au sérum au cours de l'année. Là, ici, vous voyez qu'encore une fois, on a confirmé que les captures étaient très faibles quand les composés étaient utilisés séparément, mais par contre, le mélange des deux composés a un effet attractif. Alors, ça montre que le piège à phéromone est efficace pour capturer cette espèce-là, que le composé aussi qu'on avait identifié est efficace. Et puis, l'association des deux composés est essentielle pour la capture d'Agriotes mancus. Ça a fait l'objet d'une publication qui est en cours d'évaluation et qui est acceptée dans un journal pour le moment, qui va être publié très prochainement. Et quand on a fait cette expérience-là, on a, oui, capturé beaucoup d'Agriotes mancus, mais ce qu'on a trouvé aussi dans les pièges, c'est d'autres espèces comme Agriotes pubescens et également l'espèce Agriotes sputator. Alors, Agriotes mancus et Agriotes pubescens, c'est deux espèces qui sont indigènes au Québec. C'est des espèces qu'on retrouve qui sont naturellement présentes. Par contre, Agriotes sputator, c'est une espèce qui est invasive. Donc, on a pu identifier cette espèce-là, notamment en regardant les caractéristiques morphologiques, notamment au niveau des pièces génitales des insectes, donc ce qu'on appelle les génitalia. Donc, c'est le caractère qui permet de les identifier. Puis ben, ça a fait l'objet d'une petite note scientifique qui a été publiée à la fin de l'année, là, au mois d'octobre dernier. Et ça a été repris aussi par le Bulletin des agriculteurs, qui fait mention de ce nouvel ennemi dans les cultures au Québec. Alors, juste pour vous présenter Agriotes sputator, ben, c'est une espèce qui est largement répandue en Europe, a été observée pour la première fois au Canada en 1939 au Nouveau-Brunswick. Et actuellement, c'est une espèce qui est prédominante sur l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Et avant 2020, il n'y avait aucune observation ni mention de cette espèce-là dans les provinces
plus à l'ouest que le Québec. Donc, il y a rien en Ontario, rien dans les prairies et rien en Colombie-Britannique. Donc, et puis les femelles, ce qu'on sait, c'est que les femelles de cette espèce-là, puisque c'est une espèce qui est quand même beaucoup étudiée en Europe, elles produisent du géranyl butanoate. Donc, on l'a retrouvé en très grande quantité dans les pièges qui étaient juste avec du géranyl butanoate. C'est quoi l'impact d'avoir une nouvelle espèce comme ça ici au Québec? Ben, ça montre qu'elle a augmenté son aire de distribution. Donc, on avait des captures qui étaient de 32 spécimens en 2020, puis 217 en 2021. Donc, ça suggère aussi que la population est établie déjà depuis quelques années, parce que si on trouve des adultes, ça veut dire qu'il y avait éventuellement des larves précédemment. Donc, l'espèce peut être là déjà depuis 2015-2016. Le, le fait qu'elles émergent aujourd'hui en 2020-2021, ça explique qu'elle peut être là depuis plus longtemps. Donc, on sait que ces populations, quand il y a des populations qui sont élevées, notamment au Nouveau-Brunswick, dans les maritimes, ce qu'on observe, c'est des pertes de rendement qui sont quand même assez importantes dans la pomme de terre. Ça peut atteindre 20 à 30 On ne sait pas encore les impacts ici au Québec sur les autres cultures, notamment dans les céréales, le maïs, ces choses-là. C'est des choses qu'il va falloir valider dans le futur. C'est également une espèce qui pourrait devenir prédominante au Québec parce que dans les autres provinces, ce qu'on sait, c'est qu'elle a pris la place, en fait, elle a déplacé les populations et pris la place des autres espèces comme Agriotes mancus et Hypnoidus abbreviatus qu'on retrouve ici au Québec. Donc, il y a beaucoup d'impact pour la suite aussi. Ben, c'est quoi les prochaines étapes qu'on va devoir mettre en place pour continuer à suivre cet insecte-là et voir ce qui va se passer? Ben, tout d'abord, c'est d'augmenter les efforts de surveillance. Donc, pour mieux connaître la distribution et l'abondance de cet insecte-là au Québec. Alors ça va passer soit par l'installation de pièges à phéromones, comme on l'a fait ici au sérum, mais dans d'autres champs. Ça va être également de faire de l'identification éventuellement moléculaire des larves. C'est des techniques qui existent. Donc, on peut rapidement savoir quelles sont les espèces présentes d'Agriotes, parce que la larve en tant que telle, c'est très difficile de différencier les différentes espèces au stade larvaire. Puis, c'est aussi de déterminer si l'espèce est présente dans les autres provinces. Donc là, on a beaucoup de discussions avec les collègues des autres provinces pour savoir si on met en place un programme national de surveillance de cet insecte-là. Et puis aussi de déterminer d'où vient la souche. Donc avec des expériences moléculaires, on peut savoir si elle est provenue d'Europe, si elle est venue des maritimes. Comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Est-ce qu'elle est arrivée par transport de matériel de terre, de choses comme ça, ou est-ce qu'elle est arrivée par avion avec les transports? Il y a encore beaucoup de choses qui sont inconnues, puis ça intéresse aussi les collègues d'Agriculture Canada à Ottawa qui travaillent justement sur la distribution des espèces. On a un gros effort aussi à faire pour informer les producteurs, pour leur expliquer la présence de cette nouvelle espèce-là, les risques que ça peut avoir, ces choses-là. Et puis, ben, ce qu'il faut aussi, c'est mettre en place des programmes pour empêcher la propagation de l'insecte, notamment en faisant de la capture de masse, en utilisant des pièges fausses, comme on le fait, ou alors en utilisant des agents pathogènes. Nous, on travaille, comme vous l'avez présenté aussi, un peu Gabin, sur des nématodes et des champignons entomopathogènes. Donc, c'est un petit peu le portrait de comment on est parti de quasiment rien, puis qu'on arrive à la découverte d'une nouvelle espèce. Et puis, bah, tout ça, bah, c'est grâce aux efforts de beaucoup de monde, hein. Ici, vous avez mon collègue Wim Van Laar, que vous avez peut-être croisé cet été. Il est venu installer des pièges. Ici, c'est des collègues des différentes provinces avec qui j'ai le plaisir de collaborer, puis qui me font confiance en me faisant participer à leur projet. Puis, bah, tous nos collègues stagiaires, étudiants, professionnels, techniciens qui participent à ces projets-là, sans qui on n'aurait pas pu arriver à trouver cette nouvelle espèce-là. Donc, merci aussi à ceux qui financent. Je pense notamment à Agriculture Canada, je pense au MAPAC qui mettent beaucoup d'argent dans la surveillance des nouvelles espèces. Donc, c'est très apprécié. Puis, mais merci aussi pour votre écoute, votre présence.